Et le fait du jour, en ce 14 juillet 2026, c'est l'occasion d'évoquer une mémoire encore vive, une mémoire qui s'est brisée pour beaucoup le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice, un attentat qui a fait 86 morts et plus que 400 blessés, avec encore aujourd'hui des questions, des zones d'ombre, un traumatisme et des questions qui continuent à planer aujourd'hui sur la côte. Bonjour Thierry Vimal. Bonjour. Vous êtes écrivain et père d'une des victimes de l'attentat, parce que vous avez perdu votre fille qui s'appelait Amy, qui avait 12 ans au moment des faits. Oui. Ma première question peut paraître totalement idiote, et vous la qualifierez ainsi si c'est le cas, mais comment on se sent 10 ans après, dans le sens où quel est le sentiment chez vous qui domine le plus ? 10 ans après, c'est la sensation qu'il y a eu un point d'inflexion dans ma vie et que c'est parti sur autre chose. Il y a une destruction qui commence le 14 juillet 2016 et qui continue parce que derrière les tuiles continuent à arriver. Donc l'effondrement de tout se poursuit pendant peut-être 2-3 ans. Et puis après, petit à petit, il y a la question du sens qu'on veut donner à sa vie. Et puis et c'est comme ça que ça repart et qu'on construit autre chose différemment, qu'on devient une autre personne blessée, souvent en colère, mais aussi quelque part aussi quelqu'un de différent et peut-être quelqu'un de mieux qu'on était avant. Vous parliez des tuiles qui se sont enchaînés. Dans votre cas, ça a été quoi, ces nombreuses années où on doit avoir l'impression, comme vous le décrivez, d'être dans un combat permanent face à absolument tout? Parce que dès le lendemain du 14 juillet, on s'est heurté à des polémiques, à des mythomanes qui nous racontaient des choses sur nos défunts qui se sont pas avérés ensuite. Ensuite, il y avait les parcours indemnitaires, le parcours de recommencer à travailler. À Nice, on a eu cette histoire des prélèvements d'organes. Je précise que c'est pas des prélèvements par la médecine de greffe pour les transplantations, c'est des prélèvements dont on n'a rien su, qui étaient faits par la médecine légale au cas où l'enquête en ait besoin plus tard. Donc moi, j'ai appris des années plus tard que 14 organes de ma fille étaient dans des seaux à l'Institut médico-légal. Et je n'ai pu les inhumer qu'en 2024. Il y a toute la partie sur tout le combat qu'on mène pour essayer de comprendre un petit peu comment c'était organisé au niveau de la sécurité, quelles étaient les responsabilités, quelles étaient les failles, et que la justice avance pas. Il y a toutes les tensions qui se font avec les proches, les éloignements, les rapprochements. Des vieux parents qui vont de plus en plus mal. Il y a beaucoup de choses qui continuent en cascade. Quand vous décrivez ces choses qui arrivent en cascade aussi, Thierry Vimal, vous parliez parfois d'un sentiment de colère qui forcément rejaillit. Dans le journal Le Monde, on a un entretien avec l'homme qui a présidé le procès justement des attentats du 14 juillet à Nice. Il s'appelle Laurent Ravio. Exactement. Et il évoque le traitement de cette affaire, et il évoque la sensation parfois de se noircir avec le temps. Vous avez réussi peut-être à dominer cette sensation de noirceur après les longs combats que vous évoquez, les polémiques, les questions qui restent parfois sans réponse. On arrive à dépasser parfois ce qui peut nous dévorer de l'intérieur? Je crois pas que ça marche comme ça. Je crois que la noirceur, on n'y peut rien, et elle s'installe, elle se fait. Les ténèbres, on les a tutoyées, les ténèbres, et elles sont là, et on vit avec. Mais je crois que si on reste ouvert et libre, en même temps, tout ce qui est du contraire, de l'ordre du lumineux et du bien et tout ça, on s'y ouvre autant qu'on a été ouvert aux ténèbres. Et donc, on a un spectre beaucoup plus élargi. On n'a pas peur des émotions terribles, mais pas non plus des magnifiques émotions. Et donc je dirais qu'il y a quelque chose qui s'élargit dans le spectre du supportable. Thierry Vimal, vous qui êtes père aussi, victime aussi de cet attentat, parce que vous avez perdu votre fille Amy qui avait 12 ans au moment des faits, il y aura ce soir un grand hommage justement sur la promenade des Anglais en présence d'Emmanuel Macron cette fois-ci. Déjà, est-ce que vous vous y rendrez ? Oui, je m'y rendrai. Des victimes doivent être représentées aussi, c'est normal. Elles peuvent pas toutes venir, donc nous qui sommes sur place, on se doit d'y être. En outre, c'est aussi un moment où on croise des personnes qui sont pas niçoises, parce qu'il faut rappeler que l'attentat de Nice a tué bien au-delà de Nice. Il y a des victimes d'une quinzaine de nationalités, des gens qui viennent pas toujours, mais qui vont être là ce soir. Et c'est un bonheur de se retrouver, de les rencontrer, de parler.
Vous parliez du retentissement qu'a eu l'attentat de Nice. Vous le rappeliez, plein de morts, 86 pour être précis, plus de 450 blessés, plusieurs nationalités, plusieurs religions. Avec le recul, est-ce qu'il y a une forme, non pas d'amertume, mais d'incompréhension vis-à-vis du traitement de cet attentat? Quand on s'intéresse aujourd'hui aux nombreux témoignages, à ceux qui écrivent, à ceux qui filment, à ceux qui parlent encore, beaucoup regrettent en fait presque une forme d'oubli facile, parce que c'était à Nice, parce que c'était le 14 juillet, parce que c'était au cœur de l'été, ça n'était pas à Paris. Vous avez pu le ressentir, vous, ça, Thierry Wiemann, en tant que victime? Ah bah oui, énormément. Puis je vais vous dire, ça fait partie des souffrances principales exprimées par toutes les victimes de Nice. D'avoir quoi? L'impression, les mots sont volontairement rudes de ma part, d'être des sous-victimes presque, parce que c'était pas un attentat c'est comme ça, les autres. c'est ça, mais tout à fait, complètement. Voilà, je pense que ça arrive trop près du 13 novembre. Les Parisiens sont encore dans la sidération. Qui plus est, en été, peut-être qu'ils essaient justement de sortir de la sidération, de prendre un peu des vacances. Et il arrive cet attentat terrible avec 15 mineurs décédés. Ce côté anxiogène parce que il n'y a pas besoin de Kalachnikov et de commando, il suffit d'un permis poids lourd pour faire un carnage. Certainement aussi une espèce de mépris social de la classe parisienne qui fait que l'attentat de Nice est très vite oublié. Je me souviens moi qu'au mois de décembre 2016, j'ai écouté sur Radio France une émission où on parlait des derniers grands attentats et il citait les attentats du 13 novembre, Charlie Hebdo, Mohamed Merah, mais Nice n'était déjà plus cité. Donc ça a provoqué comme une forme d'oubli facile. Vous justement, vous êtes à l'initiative de plusieurs éléments dont j'aimerais qu'on parle ensemble, Thierry Wiemann. Notamment, vous écrivez, vous êtes lancé dans l'écriture, mais vous avez aussi fondé une association qui s'appelle une association de victimes, Promenade des Anges notamment. Qu'est-ce que vous essayez de faire comme travail avec cette association? Parce que c'est toujours important d'expliquer le rôle qu'on cherche à poursuivre. Bon, déjà, je me suis pas lancé dans l'écriture. Après, j'aime bien le préciser parce que pas qu'on dise que j'ai profité de ce qui m'est arrivé. Donc, j'avais publié plusieurs livres avant l'attentat. Donc voilà. Après, vous me parlez de l'association. J'étais pas tout seul à la fonder. On va me dire qu'elle a plutôt été fondée par une fédération d'associations qui s'appelle la FENVAC, qui a réuni un petit peu diverses personnes, dont moi. Et donc, je faisais partie de la première équipe. Voilà. Et puis cette association, son travail a changé au fil des années. Au début, il y avait beaucoup de soutien aux victimes, de rencontres, d'ateliers pour les enfants. 10 ans plus tard, ces choses-là ne sont plus indispensables immédiatement. Donc après, l'association est plutôt partie sur des combats judiciaire et notamment celui du dispositif de sécurité. L'idée, c'est quoi? D'essayer d'obtenir les fameuses réponses aux questions qui, pour l'instant, restent pénibles. C'est-à-dire qu'il y a toujours de gros points d'interrogation, notamment sur ces éléments de sécurité dont vous nous parlez depuis quelques minutes. Les gens, dès le 15 juillet 2016, les gens se scandalisaient en disant que la manifestation n'était pas du tout sécurisée. On est 10 ans plus tard et on n'a toujours pas de réponse et c'est toujours entre les mains de la justice. Voilà, 10 ans, ça fait long. Et au bout d'un moment, quand j'imagine que vous avez essayé de relancer, que vous avez essayé d'interpeller je ne sais combien de personnes, y compris tout le temps, en permanence. Mais qu'est-ce qu'on vous répond? On vous laisse sans réponse en réalité, ou on vous dit juste c'est en traitement, on prend le temps? C'est quoi qui se passe dans ce cas-là? Non, tant que c'était à Nice, donc ça, le seul travail qui a été fourni par le tribunal de Nice, c'est de refuser des demandes d'actes qui pourtant n'étaient pas des actes farfelus, mais simplement des auditions des policiers. Et puis, on a réussi à faire, il y a quelques années, je sais plus, c'était il y a 2 ans, à faire dépayser l'affaire à Marseille, près d'un tribunal spécialisé dans les homicides involontaires. Et donc là, on espère que ça va avancer. Et ça, on l'espère avec vous. Merci beaucoup Thierry Wiemann d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion des 10 ans de cet attentat de Nice qui, on le rappelle, avait fait 86 morts, plus de 400 blessés. C'était le 14 juillet 2016 et ce soir, Nice rendra hommage à ses victimes en présence du président de la République. Ça se passera à Nice, bien sûr, avec notamment un spectacle de drone qui est prévu en fin de soirée. Tout cela se mêle à un agenda déjà extrêmement pénible entre le défilé ce matin et un match des Bleus. Beaucoup de victimes espèrent quand même qu'on prendra le temps de les célébrer comme il se doit. Merci beaucoup Thierry Wiemann d'avoir été avec nous. Dans un instant, une autre actualité qui concerne le 14 juillet, une profession qui vit énormément sur ces 3 mois de l'année, le juin, juillet, août. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'origine des spectacles pyrotechniques, on parle des feux d'artifice et beaucoup entre les canicules, les risques d'incendie, une profession qui se meurt et
par endroit quand même, il faut le dire, une certaine réduction budgétaire pour ces périodes-là et pour ces activités-là, eh bien forcément, un appel à l'aide dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Il est 10h18 sur Sud Radio, suite des faits du jour après avoir parlé des 10 ans qui sont importants puisqu'il s'agit de commémorer les attentats de Nice. On va s'intéresser à autre chose qui se déroule aujourd'hui, ce 14 juillet, avec, vous le savez, normalement, partout dans les villes, dans les campagnes, des grands feux d'artifice qui sont lancés, qui sont organisés à l'occasion de la fête nationale du pays. Eh bien, figurez-vous que de plus en plus, c'est une profession, les artificiers qui se meurent avec des réductions budgétaires, avec une période de canicule et des restrictions qui s'imposent un peu partout sur le territoire. On va s'intéresser avec cette problématique avec vous, Bernard Déhomme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat de la pyrotechnie de spectacle et divertissement. C'est vrai que cette année marque, on va dire, d'un point un peu singulier. Cette année particulière veut dire votre activité. Bah oui, pour nous, il y a une dérive autoritaire de l'administration, parce que c'est la première fois qu'on voit que tous les feux d'artifice étaient interdits sous prétexte de canicule, de sécheresse. Alors je rappelle quand même que on est au mois de juillet, que au mois de juillet, s'il fait pas chaud, bah ça serait très curieux quand même. S'il fait sec au mois de juillet, bah c'est aussi courant, quoi. En 76 par exemple, on a eu une période de canicule qu'on avait appelée à cette époque-là la sécheresse, justement. Donc tous les ans il fait chaud et il fait sec au mois de juillet, donc je vois pas pourquoi on en a fait mais alors Bernard Déhomme, je reviens sur la première partie de votre propos. Pourquoi vous parlez tout d'un coup de dérive autoritaire de l'administration? C'est parce que vous nous expliquez que tout le contexte évoqué, c'est-à-dire la canicule, les fortes chaleurs, la sécheresse, c'est en gros quoi? On connaît ça tous les étés, donc qu'il n'y avait pas de raison particulière de s'inquiéter précisément aujourd'hui en 2026? Pour nous, on considère que l'administration met son nez partout, veut tout décider elle-même, et que les gens qui décident, c'est forcément des gens qui connaissent pas notre métier, qui nous ont pas posé de questions, ils ont décidé ça tout seuls. Quand on a voulu les contacter, ils voulaient pas nous répondre. Donc ils font leur petite salade dans leur coin et puis ils imposent leur point de vue sans consulter les professionnels, quoi. Ça devient inadmissible. Bernard Déhomme, vous qui êtes président du syndicat de la pyrotechnie de spectacle et du divertissement, pour qu'on saisisse quand même l'ampleur de la problématique aujourd'hui pour votre milieu, pour votre profession, on est à un taux d'annulation qui avoisine les combien de pourcents à peu près? Vous le savez? Nous, dans notre société, on avait 216 feux d'artifice pour le 13 et 14 juillet, et il nous en est resté à peine 30. Voilà. Ah oui, de 216 à 30, et ça. Pour qu'on puisse réaliser, aujourd'hui, c'est une perte de chiffre d'affaires. Concrètement, c'est combien d'argent en moins pour une société comme la vôtre, là? Là encore, il faut relativiser. Les feux sont pas annulés. Ça, c'est ce qu'on raconte dans les médias. Mais les clients sont quand même pas aussi ingrats que ça, et ils nous disent, nous on peut pas faire le feu d'artifice parce on nous interdit de le faire, mais nous on comprend bien que vous c'est votre gagne-pain, donc on va reporter le feu. Ils ne l'annulent pas. Oui, c'est simplement un report, c'est ça? C'est ça. Donc nous on a eu que deux clients qui voulaient l'annuler. On leur a expliqué de quoi il s'agissait, que c'était notre survie. Et ils ont convenu qu'effectivement, ça serait mieux qu'ils le reportent plutôt que de l'annuler clairement. Et j'imagine aussi qu'il y a une différence entre les spectacles pyrotechniques que vous, professionnels, réalisez, et ce qu'on peut voir peut-être aussi le reste du temps, c'est-à-dire des spectacles avec des feux d'artifice plutôt clandestins. Non, j'imagine que là aussi il y a une grande différence, notamment quand on parle de sécurité. Alors là, vous entrez dans un sujet qui justement est la raison de la création de notre syndicat en 2012, parce que 2012, ça correspond à peu près à l'arrivée des auto-entrepreneurs. Et il y a eu une explosion, c'est le cas de le dire, depuis, où il y a une multitude de gens qui ont déjà un métier et qui, pour passer leur temps libre, se sont mis à vendre des feux d'artifice.
Et ces gens-là sont en général pas compétents, et surtout, ils n'ont pas le droit légalement de le faire, parce que pour stocker, acheter, manipuler des feux d'artifice, les feux d'artifice, c'est de l'explosif. Et l'explosif, c'est réglementé, le code de la défense, le code de l'environnement, le code du travail, enfin bref, c'est très très encadré. Et donc tous ceux qui se sont lancés forcément avec leur auto-entreprise n'étaient pas du tout, j'imagine, soumis aux mêmes règles et aux mêmes conditions que vous, les professionnels, les vrais. Si, justement. Et là, on rejoint l'histoire de l'administration qui veut tout décider, tout autoriser ou interdire. Là, c'est clairement dans les codes, c'est interdit d'acheter plus de 2 kilos de matière active. Donc l'élément qui fait fonctionner le feu d'artifice, 2 kilos, il faut avoir ce qu'on appelle un agrément technique, c'est dans le code de la défense. Un agrément technique, c'est un arrêté préfectoral qui constate que vous avez respecté toutes les règles de sécurité et de sûreté. Alors la sûreté, actuellement, c'est quand même un point important. Donc les gens devraient avoir tous un agrément technique, ce qui implique de gros investissements pour avoir un établissement classé pour la protection de l'environnement. Et ça, personne ne l'a. Et ça, l'administration s'en occupe pas, ça. Oui. Alors, ça, bizarrement, elle met pas les mains dans le cambouis pour s'occuper des vrais problèmes. Bernard Déhomme, vous qui êtes président du syndicat de la pyrotechnique, de spectacle et du divertissement, une question également. On voit aujourd'hui à quel point appelez ça comme vous voulez, mais les feux d'artifice, les pétards sont une inquiétude à chaque fois qu'il y a un événement à fêter. Est-ce que vous, depuis votre syndicat, vous ne regrettez pas aussi que non pas ces annulations, mais ces reports se transforment en grand terrain d'expérience, en fait, pour beaucoup d'amateurs qui vont acheter des feux d'artifice en ligne, qui vont se faire livrer en achetant de la mauvaise qualité et qui représentent donc, dans le contexte, un véritable danger? Absolument, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et nous, on va pas appeler ça de danger, ça c'est l'affaire de l'administration, d'assurer la sécurité du public et des citoyens, mais nous, ça nous crée une concurrence déloyale. Mais c'est ça. Et ça, on ne peut pas le supporter. D'ailleurs, je pense qu'on va encore déposer une plainte avec constitution de partie civile dans les jours qui viennent pour essayer de faire avancer le dossier. Parce que, une plainte pour quel motif, pardon, Bernard Déhomme? Pour concurrence déloyale, c'est tout bête. Puisque nous, on va nous dire, on nous l'a déjà dit, les fonctionnaires de l'Adréal, quand on dénonce des concurrents qui respectent rien, qui stockent au 7e étage d'un HLM, par exemple, ou en plein lotissement, ou enfin n'importe quoi, on nous dit « Ah oui, mais ils sont en dessous des seuils ». Alors, il y a des seuils de déclenchement, comme pour tout, mais le seuil de déclenchement, c'est 2 kilos. Et 2 kilos de matière active, pour nous, on a fait un sondage parmi nos syndiqués, et ça, on a trouvé à peu près tout le monde le même résultat. 2 kilos de matière active, c'est à peu près 100 € de budget. Donc voilà, un feu d'artifice à 1 000 €, vous avez déjà 10 kilos de matière active, quoi. Et on comprend forcément derrière le danger que cela représente, et encore plus, bien entendu, les risques que ceux qui, on va dire, essayent de faire derrière des spectacles clandestins vont provoquer. Merci beaucoup, Bernard Déhomme, d'avoir été avec nous, président du syndicat de la pyrotechnie, de spectacle et du divertissement, pour justement une profession extrêmement inquiète avec les nombreuses annulations dues au contexte économique parfois, mais surtout dues au contexte climatique avec la sécheresse, la canicule et les risques d'incendie qui se multiplient. Bien sûr, on continuera à suivre cette profession qui, vous l'avez entendu, ne lâche pas avec la concurrence déloyale, tout ce qu'on peut acheter en ligne, tous ceux qui se prêtent et qui se pensent artificiers après quelques achats sur certains sites en ligne. Prudence donc dans les prochains jours et dans les prochaines heures avec ce type d'initiative. Il est 10h27 sur Sud Radio. Dans un instant, les débatteurs rentrent en studio. On vous attend au 0826 300 300. Les sujets: le 14 juillet, Emmanuel Macron en veut un XXL pour vanter le réarmement qu'il a entamé, dit-il, depuis 10 ans sur la France. Mais sommes-nous encore
encore capable de défendre notre pays au prix du sang. C'est une petite phrase qu'il a lâchée hier à l'hôtel de Brienne, qui est l'hôtel des armées, face justement aux forces armées. Et on s'interrogera sur une fin de règne, peut-être avec des airs d'autoritarisme, puisque pour uniquement être spectateur de ce grand défilé, il va falloir un QR code. Ça a été une bataille juridique dans la nuit. Ne sommes-nous pas entrés dans la dernière année qui aura comme ça des airs d'autoritarisme? On en parle avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.